Bonjour à tous et maintenant on va passer à la deuxième présentation de cette journée qui est sur deux analyses statistiques sur le rapport au métier des enseignants en carrière atypique. Donc nous avons l'honneur de recevoir Victoria David et Jeanne Gavard-Roubaud. Et voilà, c'est aussi, ça fait donc... c'est aussi, on va dire, ce sera une présentation riche puisque on a un peu pour habitude d'avoir un intervenant. On aura deux intervenantes aussi cette fois-ci, donc ça sera aussi, je pense, un bel échange. Je vous laisse la parole à vous deux et voilà. Vous avez 40 minutes de présentation et ensuite on aura 20 minutes d'échange. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette présentation et cette organisation. Je vais commencer par introduire et puis on passera chacune notre tour sur nos analyses de manière un petit peu plus explicite. Alors si on fait cette présentation aujourd'hui ensemble, c'est tout simplement parce qu'on a des sujets un petit peu proches. Victoria travaille sur les carrières, les enseignants en seconde carrière et moi sur les enseignants en milieu carcéral. Alors au premier abord, ça paraît pas forcément très proche, mais au final, on retrouve des logiques d'engagement, des motivations et des rapports qui sont plus ou moins semblables. Donc on trouvait intéressant de croiser un petit peu nos analyses sur nos échantillons et nos bases de données. Pour introduire un petit peu, on s'est fixé sur la notion de carrière. La notion de carrière qui est plus ou moins particulière dans l'enseignement, parce qu'il n'y a pas tellement de carrière à proprement parler comme dans le privé, dans l'enseignement. Tout simplement parce que il n'y a pas de changements radicaux de statut ou de rémunération dans l'enseignement, là où dans le privé ou dans d'autres entreprises, on en retrouve un petit peu. Donc nous, on entend le terme carrière dans le sens des différentes étapes du parcours professionnel, au sein de plusieurs entreprises, au sein de personnel aussi. Et du coup, nous, on s'intéresse un petit peu à ces carrières qu'on a qualifiées d'atypiques, tout simplement parce qu'on prend plusieurs caractéristiques en compte, et ce qui sous-tendrait du coup qu'il y a une carrière typique dans l'enseignement. Donc on s'intéresse aussi à ce versant pour notre objet d'étude. On s'est pas présenté, mais on est toutes les deux en thèse, pardon, et du coup c'est toutes les deux dans le cadre de notre doctorat. Et du coup, Victoria, dans son étude, les enseignants en seconde carrière, la notion d'intypie, elle intervient plus ou moins dans le choix des reconversions, donc qui peuvent être qualifiées d'improbables, notamment en termes de sacrifice salarial, temporel, ou en termes de prestige que cela implique. Et pour ma part, la carrière atypique, elle est qualifiée d'atypique tout simplement par l'environnement, carrière atypique en prison. Donc c'est le fait que les enseignants changent ou décident de muter vers un milieu qui n'est pas ordinaire. Victoria va commencer la présentation, sa présentation de son analyse, et puis je reprendrai derrière. Voilà. Bonjour également à tout le monde et puis merci pour cet accueil aujourd'hui. Donc moi je vais vous parler d'une recherche qui est encore en cours. Sur les rapports à l'institution des enseignants du secondaire français selon leur trajectoire précédente. Donc qui est une analyse qui fait partie de mon travail de thèse. Et donc je me concentre surtout sur vraiment la partie analyse statistique. Je présente rapidement des résultats temporaires, mais voilà, je me concentre surtout sur la partie analyse statistique. Donc, d'où ça part en fait cette question-là? Ça part du travail enseignant qui connaît de profondes transformations. D'un côté, le développement professionnel des enseignants qui est fondé sur l'autonomie, et puis dans le même temps, de nouvelles injonctions à la collaboration dans le cœur du métier. L'enseignant, il opère simultanément en tant que leader et employé au sein de deux systèmes sociaux dans l'école, donc la classe et l'organisation. Donc dans l'organisation, il est engagé à ses collègues, à sa direction, et il doit faire partie d'un groupe qui influence les forces sociales et politiques en promouvant les objectifs de l'organisation. Donc la collaboration, c'est une pratique professionnelle de grand intérêt. En fait, mon travail porte sur l'importance de la collaboration enseignante et des bons rapports avec les collègues et avec la hiérarchie.
Donc cette collaboration, elle semble jouer un rôle dans divers éléments du travail enseignant qu'on retrouve dans la littérature, notamment la pratique pédagogique, l'apprentissage professionnel, la satisfaction au travail. La question de la collaboration, elle est également liée à la motivation, à l'auto-efficacité. Je passe vite là-dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais les enseignants qui déclarent collaborer, par exemple, plus souvent avec leur pairs, ont tendance à se déclarer plus satisfaits dans leur travail, après contrôle des caractéristiques. Là, je me base notamment sur Thalys. On voit aussi l'impact de la collaboration sur la collégialité, donc les relations interpersonnelles. Donc le soutien mutuel, la confiance, la solidarité, qui sont vraiment des éléments essentiels d'une culture scolaire collaborative et qui fait partie intégrante d'une collaboration efficace. Donc, face à l'évolution justement du travail et des nouvelles configurations qui se dessinent quant aux relations dans le travail et notamment le travail enseignant, la question qui se pose en fait et que je vais traiter dans cette recherche, c'est les relations différenciées selon les expériences précédentes. Donc, est-ce qu'on peut observer des types de relations différenciées selon que les personnes, selon le parcours précédent en fait des personnes avant l'entrée dans le métier enseignant? Comment se situent les enseignants qui ont une trajectoire atypique face à ces nouvelles attentes et face à ces nouvelles configurations? Est-ce qu'il y a un rapport différencié en fait à l'institution, aux collègues, à la hiérarchie? Voilà, ça va être ma question. Pour rentrer directement dans l'analyse, les items que j'ai utilisés donc pour parler des données et des méthodes, je pars d'un questionnaire plus large en fait que j'ai distribué aux enseignants titulaires du secondaire français à l'été 2022, qui a recueilli plus de 7000 réponses. Et il y a là, dans cette analyse, j'utilise 20 items issus de ce questionnaire, divisés en 2 catégories, donc que vous pouvez voir là. Le premier est composé de 12 items et c'est une traduction de Friedman et Cass de 2002 sur la classe et l'école, le contexte dans la classe et dans l'école, qui est un modèle d'efficacité personnelle divisé en 2 parties. Donc on a le contexte de l'école, le contexte de la classe, et moi j'ai gardé le contexte de l'école, le contexte scolaire pour cette analyse. Et le deuxième vient de Thalys. Donc la question c'est à quelle fréquence vous livrez-vous aux activités suivantes dans l'établissement? Et donc il s'agit de 8 items relatifs à des activités collaboratives avec d'autres enseignants. Donc les pratiques pédagogiques, participation à des activités collaboratives, échange et coordination, feedback, etc. Et qui peuvent être classés en 2 catégories, donc la catégorie de collaboration professionnelle et la catégorie coordination entre les enseignants. Et comment on différencie ces deux-là? C'est le niveau de profondeur, en fait. Coordination, selon Thalys, c'est un niveau de collaboration moins profond. Donc voilà, l'échantillon qui a répondu à ces questions-là compte 3852 personnes et a des caractéristiques proches de la population des enseignants du secondaire national, à part en ce qui concerne la répartition géographique. Donc là, l'Île-de-France est très sous-représentée dans mon échantillon. Voilà, toutes les analyses ont été faites sur le logiciel R. Et voilà, je répète qu'il s'agit d'un travail en cours. Donc là, je vous présente des résultats temporaires. Et c'est issu de ma thèse sur les enseignants à la carrière qu'on dit atypique. Voilà. Donc, juste rapidement, comment est-ce que j'ai étudié jusqu'à maintenant la diversité justement des trajectoires précédentes des individus, donc c'est-à-dire les trajectoires des individus avant l'entrée dans le métier, ce qui fait ou non qu'on est en seconde carrière. En fait, bon, là, je n'ai pas le temps de vous présenter toute mon analyse, mais en fait, j'ai fait une analyse typologique sur R également, composée de variables de la trajectoire, donc du parcours étudiant, durée et rupture, qui se situe donc entre le baccalauréat et le concours de l'enseignement, et puis des variables aussi relatives au parcours professionnel, sa durée, ses ruptures, etc. Et ça m'a mené à un dendrogramme, donc une classification hiérarchique et un dendrogramme en 5 classes, donc une analyse en 5 classes, qui est différenciée par de nombreuses variables, mais là,
pour la simplicité de la présentation, j'ai juste gardé la variable relative à l'expérience professionnelle. Donc en fait, on part de la classe 1 où les personnes n'ont pas eu d'expérience professionnelle avant de rentrer dans l'enseignement, donc une carrière qu'on appellerait linéaire, jusqu'à la classe 5 où les personnes ont eu une expérience professionnelle de plus de 5 ans avant d'entrer dans le métier. Voilà, donc c'est un petit peu comment j'analyse la diversité de ces trajectoires-là. Et je vous ai présenté ça parce qu'en fait, c'est la variable que j'utilise donc dans mes analyses bivariées, donc dans mes statistiques descriptives. En fait, là, il va s'agir de déterminer si les items que je vous ai présentés précédemment semblent être en lien avec la trajectoire précédente. Donc là, il s'agit de faire un qui-deux. C'est une méthode statistique qui est utilisée pour déterminer si il existe une association ou une relation significative entre deux variables catégorielles. Voilà, donc il y a deux hypothèses quand on fait un qui-deux. Donc mon hypothèse nulle d'indépendance, ce serait que la trajectoire précédente, donc avec le cluster que je vous ai présenté, ne donne aucune indication sur les différents items. Et l'hypothèse H1, ce serait que la variable donnée, que les différents items sont en relation statistiquement avec la trajectoire précédente. Donc ça, c'est les différents items avec le résultat du qui-deux, et on voit qu'il y a quelques items qui ont validé cette hypothèse H1, donc on en a 2 dans le premier tableau, et puis 4 ou 5 dans le deuxième tableau. Ensuite, ce que j'ai fait sur ces items-là, c'est donc une matrice de corrélation. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Donc une analyse de corrélation item total. Donc ça, c'est une technique statistique qui est utilisée pour évaluer la relation entre les items individuels et le score total d'une échelle ou d'un questionnaire. Chaque élément de l'échelle, en fait, est conçu pour contribuer à la mesure d'un concept sous-jacent, et la corrélation item total mesure en fait le degré de corrélation entre chaque item et le score total de l'échelle. Donc en fait, en d'autres termes, elle permet d'affiner l'évaluation de la relation de chaque élément avec un concept plus global. Donc on peut par exemple utiliser l'analyse de corrélation item total corrigée pendant le développement d'une échelle pour identifier les items problématiques. Ça fait partie un petit peu du contrôle de qualité lors de l'élaboration d'instruments de mesure fiables et valides. Voilà, donc là, dans le cas de ce résultat-là, ce qu'il faut regarder, en fait, c'est la colonne item total. Et on aurait tendance à supprimer les alphas inférieurs à 0,15 parce que ce seraient des éléments qui présentent de faibles corrélations corrigées et qui pourraient ne pas mesurer efficacement le concept prévu. Donc là, ce qu'on voit, c'est que aucun item n'a dû être écarté en raison d'une faible corrélation item total. Et les alphas sont élevés, ce qui suggère la cohérence interne, la fiabilité et les bonnes propriétés discriminantes de l'échelle utilisée. Et afin ensuite de mieux comprendre la structure des données, on a mené une analyse en composantes principales sur cette échelle. Ça, je passe. Donc l'analyse en composantes principales, c'est une méthode statistique qui est utilisée pour simplifier et comprendre la structure des données à haute dimension, donc en les transformant en un nouvel ensemble de variables qu'on appelle composantes principales. C'est une méthode qui est utilisée pour réduire le nombre de variables dans un ensemble de données, tout en conservant autant que possible la variabilité originale. Donc l'ACP identifie des modèles et des relations au sein des données en capturant les directions le long desquelles les données varient le plus. Voilà. Et en fait, l'ACP transforme les variables originales en un ensemble de variables non corrélées. Donc la première composante principale capture la plus grande variance, et puis ensuite les composantes suivantes en capturent des quantités décroissantes, ce qui fournit une représentation comprimée des données. Donc là, ce qu'on voit sur cette représentation, c'est donc les variables sont projetées sur le plan principal, c'est-à-dire les deux premiers axes. Et donc lorsque deux variables sont très corrélées, elles forment un angle qui est faible, pour expliquer comment ça doit se lire. Alors que quand deux variables sont peu corrélées, elles forment un angle qui se rapproche d'un angle droit. Donc au maximum, ça peut être un angle droit. Le plan principal de cette analyse contient donc 23,7 plus 13%, donc 36,7% des informations obtenues
dans le tableau de données initial. Et plus l'extrémité d'une flèche est proche du bord du cercle, plus la variable représentée par la flèche est bien représentée à l'intérieur du cercle des corrélations. Donc voilà pour la lecture. Globalement, ce qu'on voit, c'est que les variables qui s'appellent G1, qui commencent par G1, sont bien corrélées entre elles, et les variables qui commencent par G2 le sont également. En revanche, ce qu'on voit, c'est que les deux blocs sont très peu corrélés, puisque ça forme quasiment un angle droit. Donc les avantages de cette représentation, c'est de disposer d'une base orthonormée et de composantes non corrélées qui expliquent au mieux la variance des données, ce qui résulte en un gain d'interprétabilité. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est déterminer combien d'axes on doit garder. Et pour cela, une des méthodes, ça consiste à observer le scriplot. Donc ça, c'est un outil graphique qui est utilisé dans l'ACP, justement, pour aider à déterminer le nombre de composantes principales à retenir. Donc l'axe des abscisses du scriplot, c'est le nombre de composantes pour la lecture du graphique, par ordre décroissant. Et l'axe des ordonnées, c'est le degré de variabilité ou les valeurs propres associées à chaque composante principale. Là, on recherche en fait un angle ou un point dans le diagramme où les valeurs propres commencent à se stabiliser. Et toutes les valeurs propres antérieures à ce point-là contribuent de manière significative à la variabilité des données. Donc, en fait, ce qu'on observe là dans ce scriplot, c'est qu'il y a un angle assez clair entre la 3e et la 4e dimension, puisqu'au niveau de la 4e dimension, ça commence à se stabiliser. Donc, ça suggère le fait qu'il faut conserver les 3 premières composantes principales, ce qui permettrait de capturer une part substantielle de la variabilité. Donc, ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai mené une classification hiérarchique sur les résultats de cette analyse en composantes principales. L'idée de la classification, en fait, c'est de former des groupes homogènes d'individus, ce qu'on appelle des classes ou des clusters, selon un ensemble de variables retenues comme significatives. Et ces classes doivent être le plus distinctes possible entre elles, selon les variables choisies. Donc, on cherche vraiment comment ces différentes variables se conjuguent selon les individus dans le but de dégager des profils types. Donc l'aspect positif, c'est que ça permet la prise en compte de la complexité et de la multidimensionnalité d'un phénomène. Et puis on doit éviter de prendre en compte des variables très corrélées, donc c'est-à-dire qui mesurent la même dimension. Mais comme on a procédé à une ACP avant, du coup on n'a pas ce problème-là. Donc en fait, plus précisément, comment ça fonctionne, c'est qu'une classification ascendante hiérarchique commence par considérer chacun des éléments comme une classe distincte, et puis fusionne successivement les classes les plus proches, jusqu'à ce que tous les éléments appartiennent à une seule classe. C'est le haut du graphique qu'on peut voir. Et le résultat est une hiérarchie ou une structure arborescente, comme on le voit là. Et le processus repose sur une mesure de dissimilarité ou de similarité entre les éléments. Et voilà, alors la combinaison de l'ACP et de la CAH permet de visualiser les relations hiérarchiques, non seulement dans l'espace des variables d'origine, mais aussi dans l'espace réduit des composantes principales. Alors comment ensuite déterminer le nombre de classes qu'on souhaite garder? On peut se baser justement sur le dendrogramme en question et sur différents indices tels que le saut d'inertie. Alors le saut d'inertie, c'est le petit dessin qu'on voit sur le côté. Afin de déterminer le nombre de classes en fait, pour lequel la variance intraclasse est minimale en même temps que la variance interclasse est maximale. Et puis le choix se fait également évidemment selon ce qui fait sens pour le chercheur. Dans mon cas, ça fait sens qu'il y en ait 3 également. Et c'est ce que suggère le gain d'inertie. Donc j'ai gardé 3 classes. Là, c'est les représentations des 3 classes sur le plan factoriel. Donc là, c'est les 3 clusters qui ont été créés par la classification. Je vais rapidement vous décrire les 3 clusters en question en fonction des variables principales. Donc le cluster 1, est en noir, le cluster 2 est en rouge et le cluster 3 est en vert. Et ça, c'est juste un exemple de comment ça sort sur R. Donc c'est très vilain. Je vais peut-être vous remettre du coup le... Ah mais non, j'ai le tableau. Donc, je vous le mets le tableau. Donc le cluster 1... sur nos items score uniquement négativement. Donc les items les plus corrélés sont par exemple, je pense pouvoir collaborer facilement avec l'équipe de direction, ou lorsque j'ai des problèmes dans l'établissement, je sais vers qui me tourner, ou je crois que j'ai des bons rapports avec la direction de l'établissement.
Et ça, ce sont les items les plus corrélés et extrêmement négativement avec ce cluster. Donc, on voit que les items les plus significativement liés à cette classe, c'est les items liés aux relations avec la hiérarchie de l'établissement. Et les individus sont représentés en fait par une relation, une communication très négative avec la hiérarchie. Le cluster 2, au contraire du cluster 1, se caractérise par de bonnes relations et de bonnes interactions avec la hiérarchie, la direction de l'établissement, et par des scores en revanche très négatifs en ce qui concerne la collaboration avec les collègues. Par exemple, la collaboration pour appliquer des barèmes communs ou pour l'échange de matériel pédagogique, ou encore les réunions d'équipe, donc tout ce qui est à un niveau plus profond de collaboration entre les enseignants. Et le cluster 3, à l'inverse aussi du cluster 1, score uniquement positivement, donc que ce soit sur les relations avec la hiérarchie ou sur les collègues. Donc les variables les plus représentatives de la classe, c'est les items relatifs aux échanges et à la coordination entre les enseignants. Donc notamment collaborer avec d'autres enseignants pour appliquer des barèmes communs, assister à des réunions d'équipe, échanger du matériel pédagogique, etc. Et également très représentatif de la classe et très positivement lié, les items qui concernent la relation positive à la hiérarchie. Donc être impliqué dans les processus décisionnels, pouvoir collaborer facilement avec l'équipe de direction, etc. Et une fois qu'on comprend les différents profils de l'institution, de relation avec l'institution, ce qu'on veut tenter de comprendre, c'est l'impact, justement, s'il y en a un, de la carrière précédente sur ces différents profils, ce qui était notre question. Et c'est pour ça que par la suite, j'ai fait des modèles de régression multinomiale. Donc la régression multinomiale, c'est une méthode statistique qui est utilisée pour modéliser la relation entre une variable dépendante catégorielle qui comporte plus de 2 catégories et une ou plusieurs variables indépendantes. Donc ces variables indépendantes peuvent être catégoriques ou continues. Et le modèle, en fait, estime la probabilité de chaque catégorie de la variable dépendante par rapport à une catégorie de référence choisie. C'est-à-dire, il prédit la probabilité qu'une observation appartienne à chaque catégorie, en fait. Voilà. Donc, les variables qui nous intéressent sont des variables relatives à la trajectoire précédente, comme je disais, donc l'expérience professionnelle précédente hors enseignement ou dans l'enseignement, et les périodes de chômage potentielles. Des variables personnelles et de contexte sont également ajoutées au fur et à mesure des modèles, afin de pouvoir vérifier les résultats, toutes choses égales par ailleurs. Donc dans le premier modèle, on a inclus toute la population. Et en fait, le seul élément relatif à la trajectoire qui semble être significatif, c'est la présence d'une période de chômage dans la trajectoire précédant l'entrée dans le métier, donc dans le cas de la classe 2 et aussi de la classe 3. Par exemple, pour la classe 2, cette variable chômage est très significative et très négativement associée à la classe, et encore plus significative et encore plus négative dans le cas de la classe 3. Donc ça signifierait en fait que les individus concernés par une période de chômage ont moins tendance à être dans les classes 2 et 3 par rapport à la classe de référence qui est la classe 1, pour ce qui est de l'interprétation. Et ça, c'est un résultat qui peut interroger, en fait, parce qu'on pourrait se demander quel est le lien entre une période de chômage dans la trajectoire de l'individu et puis le rapport de cet individu à l'institution scolaire. Et une hypothèse, en fait, ce serait de considérer que les personnes qui ont connu une période de chômage ont pu avoir tendance à rejoindre l'enseignement par défaut, en fait, comme une option de repli, afin probablement d'éviter le chômage. Donc, ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai remplacé la variable de chômage par une variable qui indique la nature du projet de rejoindre l'enseignement. La question, c'était initialement, votre projet d'enseigner constituait un objectif prioritaire, un objectif parmi d'autres ou une solution de repli. Donc, l'hypothèse, ce serait que la solution de repli, en fait, serait un proxy pour le chômage. Et puis, de plus, ce que j'ai fait aussi, c'est 2 modèles par la suite. Donc, un modèle qui contient uniquement les enseignants qu'on pourrait considérer en première carrière, un modèle qui contient uniquement les enseignants qu'on pourrait considérer en seconde carrière, pour voir les différences en fait dans la composition des classes formées par la classification hiérarchique. Mais je vais aller assez vite parce qu'en fait, il n'y a pas des résultats très forts en ce qui concerne la carrière. Donc ça, c'est le modèle concernant les premières carrières. Et effectivement, le choix de l'enseignement est comme une solution de repli, est significativement et négativement associé à la classe 2 et à la classe 3 par rapport à la référence. Et on rappelle que la référence, qui est la classe 1, c'était la classe caractérisée par des difficultés dans les relations avec la hiérarchie.
Donc si vous voulez voir la ligne en question, c'est la ligne 5 qui dit E1, B3 et qui est une p-value très très significative. Pour le reste, en fait, les seules variables significatives, c'est l'âge de la personne et le type d'établissement où l'individu enseigne. Par exemple, le fait d'enseigner en lycée plutôt qu'en collège augmente significativement la probabilité de se trouver en classe 3, qui est caractérisée par de bonnes relations avec la hiérarchie et les collègues, je rappelle. Ensuite, pour le modèle des secondes carrières, on ne retrouve pas précisément les mêmes résultats qu'avec les premières carrières, ce qui en soit intéressant. On retrouve un petit effet de l'âge et de l'établissement. Et il y a deux nouveautés. Il y a un effet de genre. Il semblerait que les femmes en seconde carrière soient largement moins à même de se trouver dans cette classe 2 par rapport à la première classe. Et il semblerait que les secondes carrières ayant connu une expérience dans l'enseignement avant la titularisation soient moins à même de se trouver dans la classe 3. Mais cette significativité pousse à la prudence. Donc en fait, au total, on ne trouve pas de résultats très clairs pour le moment qui pourraient pousser à penser que les rapports à l'institution des enseignants seraient très liés à leur expérience précédente. Ça tendrait peut-être à suggérer que les rapports des enseignants à l'institution dépendraient moins de leur expérience personnelle que en fait des conditions d'exercice même dans l'établissement. Et ça fait écho justement aux résultats de Thalys. Dans l'ensemble, la collaboration des enseignants est plus répandue et plus fréquente chez les enseignants du primaire et ensuite chez les enseignants du secondaire inférieur et puis du secondaire supérieur. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve ici. Parce que les enseignants du secondaire supérieur semblent moins travailler en collaboration et plus isolément que leurs homologues au niveau du secondaire inférieur. Voilà, donc c'est des analyses qui sont toujours en cours. Mais pour la suite des analyses, je pense former des scores sur la base de l'analyse en composantes principales, puis mener des régressions sur ces scores en fait, afin de voir comment évoluent les résultats. Donc maintenant pour la présentation de Jeanne. Merci beaucoup. Et donc moi je reprends cette présentation. Donc Victoria a apporté beaucoup de méthodologie, donc moi je ne rentrerai pas dans les détails parce que vous l'avez eu avec Victoria tout simplement. Donc moi pour reprendre un petit peu rapidement le contexte, donc mon étude porte sur les professionnels qui enseignent en milieu carcéral et c'est un choix de carrière qu'on peut qualifier d'atypique parce que la prison c'est pas un environnement forcément classique, mais aussi parce qu'en fait ma population elle est très peu nombreuse. C'est un sous-groupe de professionnels qui est très méconnu. On estime environ 1800 individus en France, donc ça me fait une population globale qui n'est pas très élevée. Et c'est un sous-groupe qui est plus ou moins invisible de cette population enseignante générale, tout simplement parce qu'on dispose de peu de données, que ça soit sociologiques sur eux ou alors sur leur métier, leur façon d'agir. Et on a des données disponibles sur eux depuis seulement 2012 et qui ne sont pas très détaillées. Pour juste rapidement expliquer, l'enseignement en prison est obligatoire. C'est une collaboration entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Éducation nationale, dans une logique d'éducation continue, évidemment. Les enseignants en milieu carcéral, du coup, ils ne peuvent pas être affectés sur ces postes. C'est-à-dire que quand on devient enseignant, on ne peut pas être affecté sur un poste en prison. Et donc, forcément, ils postulent sur ces postes. Donc, c'est là où ça devient intéressant parce que c'est forcément des postes à profil. Et que ce qui m'intéresse dans mon étude générale de thèse, c'est que pourquoi ces enseignants vont enseigner en prison, un lieu qui est pas forcément, qui n'est pas très attrayant au premier abord. Les enseignants en prison, ils peuvent être soit titulaires d'un poste, c'est-à-dire enseigner tout le temps en prison, ou alors être vacataires, aller faire quelques heures supplémentaires en plus de leur métier en milieu ordinaire pour aller enseigner en prison. C'est un choix de carrière. Et donc l'objectif de mon étude, de ma thèse, c'est de comprendre quelle rétribution ces enseignants en prison trouvent dans le milieu carcéral plutôt que dans le milieu ordinaire. Et pour cela, je me suis intéressée à l'enquête Thalys pour pouvoir faire une comparaison. Donc l'enquête Thalys, une enquête internationale qui permet d'évaluer, de comprendre et de comparer les systèmes éducatifs à l'international. Et cette enquête Thalys, elle comptabilise 3006 participants sur le questionnaire qui concernait les enseignants. Donc c'était le moment pour moi de pouvoir comparer un petit peu mon échantillon avec les données Thalys. Donc moi, mon échantillon, je l'ai construit grâce à un questionnaire. J'ai eu 177 réponses qui étaient exploitables. Donc ça fait quasiment 10% de ma population, ce qui est correct, même si ça paraît très peu. Et évidemment, ça se mixte avec une étude qualitative d'entretien et d'observation. En dernier lieu, j'ai fait ce questionnaire
pour pouvoir appuyer mes propos. Et donc, je suis en train d'analyser ces données. Et je vais vous présenter aujourd'hui 2 analyses. Une analyse que j'ai faite sur l'engagement des enseignants en prison, c'est-à-dire de quelle manière ils s'engagent, est-ce qu'il existe des profils d'engagement, qu'est-ce qui fait qu'ils passent le pas pour aller enseigner en prison, et une analyse sur les motivations à devenir enseignant. Le but était de comparer du coup avec les enseignants du milieu ordinaire, s'ils avaient des motivations différentes dans l'entrée du métier. Donc pour la première analyse, je l'ai dit, le but était vraiment de dégager des profils d'engagement. Est-ce que ces enseignants disposent entre eux d'engagements différents, et est-ce qu'ils ont aussi des engagements particuliers? Alors pour ça, je me suis focalisée sur une question de mon questionnaire qui comportait 24 items sur leur choix de leur prise de poste, de leur première prise de poste en prison. Et donc les items étaient sur une échelle de Likert qui allait de 1 à 4, que j'ai traité comme des variables continues. Et donc, pour information, l'échelle de 1 à 4 se calquait sur le modèle Thalys, parce que j'avais besoin d'avoir un point de comparaison, n'ayant pas de données sur ma population. La question se formulait ainsi: lorsque vous avez accepté votre premier poste en tant que vacataire ou titulaire en milieu carcéral, quelle importance avez-vous accordé à ces éléments? Et donc, dans un premier temps, je souhaitais avoir moins de variables, parce que 24 variables, c'était pas possible pour moi. Et en plus, il y en avait qui se ressemblaient plus ou moins, qui traitaient plus ou moins de la même thématique. Donc j'ai effectué un regroupement pour vérifier du coup la véracité de mes choix de regroupement. J'ai fait une analyse de fiabilité. Donc cette analyse de fiabilité, elle m'a permis de sortir des éléments qui n'étaient pas cohérents entre eux. Et donc j'ai conservé uniquement les regroupements qui disposaient d'un oméga de McDonald supérieur à 0,7. L'oméga de McDonald, c'est une alternative un petit peu plus robuste à la de Cronbach. Et le seuil que j'ai choisi, c'était 0,70 parce que ça représentait une variance d'erreur de 30%, et c'était plutôt correct pour un petit échantillon comme le mien. Donc ça suggérait déjà une fiabilité plutôt correcte. Donc en enlevant tous les éléments perturbateurs, j'obtenais un modèle plus ou moins, une cohérence interne plus ou moins acceptable. Et donc dans un second temps, j'ai effectué une modélisation une modélisation des équations structurelles sur Jamovi. J'ai travaillé sur Jamovi uniquement. Et donc, c'était notamment pour vérifier que la relation entre mes variables était bonne, qu'il y avait une bonne cohérence et une bonne relation, une bonne corrélation entre mes variables. Et donc, avec cette modélisation des équations structurelles, j'ai refait une analyse factorielle confirmatoire, parce qu'on n'est jamais sûr, qui était plutôt correcte, puisque j'avais un CFI et un TLI qui étaient plutôt pas mal, 0,9 et 0,9 pour les deux. Et donc ça m'a donné un regroupement de variables de 4 variables. Donc dans ces 4 variables, j'ai rangé mes items, qui étaient classés sur une échelle de Likert allant de 1 à 4. Je les présente rapidement. Donc j'avais la variable qui était de la volonté de s'éloigner du milieu ordinaire. Donc ça représentait l'importance pour mes professionnels de s'éloigner des contraintes de l'ordinaire pour exercer leur métier correctement. Donc dedans, il y avait évidemment l'importance de changer de rythme, de ne pas suivre un rythme bien précis qu'on a dans le milieu ordinaire, de ne pas dépendre des programmes, de s'éloigner du milieu ordinaire tout simplement et de toutes les contraintes. La question était posée exactement de cette manière. L'importance de s'éloigner aussi du système d'évaluation et de diplôme du milieu ordinaire. Donc vraiment, ça regroupait toutes les contraintes que le milieu ordinaire peut proposer à ses professionnels enseignants. La deuxième variable, c'était sur le climat, donc qui représentait l'importance de travailler dans un environnement avec un climat agréable. Donc par exemple, composé avec une équipe enseignante réduite, la relation avec la hiérarchie carcérale, mais aussi l'importance de changer de collègue. Est-ce que le choix d'aller enseigner en prison était dans le but de changer un petit peu de cet univers de professionnels en milieu ordinaire? La troisième variable, c'était l'indépendance à l'institution. Donc, c'était vraiment une volonté d'émancipation, de ne plus dépendre de l'institution, de pouvoir disposer de ses propres choix et d'effectuer ses propres choix. Donc, on avait, par exemple, ne pas se confronter aux parents d'élèves. Alors, ça paraît bizarre, ça paraît se classer dans éloigné de l'ordinaire, mais dans mon modèle, ça fonctionnait très bien comme ça. Donc, la volonté vraiment de ne pas avoir cette obligation de gérer les parents d'élèves et donc d'avoir des explications sur sa façon de travailler. Le fait de gagner en autonomie pédagogique, encore une fois, cette notion de liberté, et aussi l'importance de choisir géographiquement son poste. C'est assez important tout simplement parce que les enseignants, notamment les nouvellement nommés, sont généralement affectés de manière aléatoire, sans prise en compte de leur vie, avec très peu de prise en compte de leur vie personnelle. Et donc, c'est une volonté aussi de passer par la petite porte pour pouvoir aller enseigner où on le souhaite.
Et la quatrième, qui était pour moi une grosse hypothèse de ma thèse, c'était la reconnaissance. La reconnaissance notamment de la part des apprenants, c'est-à-dire l'impression de servir à quelque chose et d'avoir un rendu de ce qu'on donne en tant qu'enseignant, mais aussi l'importance de la reconnaissance sociale en général, sachant que on le sait depuis des années, les enseignants sont en manque de reconnaissance sociale, sociétale et professionnelle. Donc après troisième validation de mon analyse factorielle, j'ai créé ces 4 variables grâce à une moyenne des items qui la composent. Donc, je vous rappelle, chaque item, donc les petits points sur le tableau à droite, était sur 1 à 4. Donc j'ai fait une moyenne de ces items pour donner la modalité de ma variable. Si j'ai fait une moyenne et pas un calcul de score, c'est simplement parce que il y avait trop de disparités dans mes modalités. J'ai un petit échantillon, je le rappelle, donc je peux pas me permettre de faire comme si j'en avais un grand, ça serait pas judicieux. Donc j'ai fait une moyenne et avec cette moyenne, j'ai créé 3 modalités qualitatives qui étaient très important ou pas du tout important. Pour expliciter et vous donner un exemple, la moyenne, elle est forcément comprise entre 1 et 4. Si elle est entre 1 et 2, elle est pas du tout importante. Si elle est de 2 à 3, elle est importante. Si elle est de 3 à 4, elle est très importante. Voilà. Donc chaque variable avait 3 modalités qui étaient du coup très important et pas du tout important. Une fois que je disposais du coup de ces 4 variables avec des modalités du coup que je vous ai présentées, j'ai pu enfin faire une analyse des correspondances multiples. Tout simplement comme Victoria, afin de définir les relations entre ces variables. Et l'idée était donc de comprendre le lien qu'accordaient les individus à ces 4 variables, donc ces 4 principes d'engagement. Qu'est-ce qui fait que ces enseignants veulent changer pour un autre environnement qui paraît, encore une fois, pas très enviable. Cette analyse des correspondances multiples, elle expliquait 66% de ma variance dans les individus, donc c'était plutôt prometteur. Et j'ai effectué du coup sur cette AMC une classification hiérarchique aussi. Cette classification hiérarchique, elle a d'abord répertorié 5 profils sur Jamovi, encore une fois. Et le problème que j'avais, c'est que j'avais encore une fois très peu de population dans un de mes profils, et qu'en plus le profil 4 et 5 était vraiment beaucoup trop lié. Enfin, le 4e et le 5e profil dans le plot que Victoria vous a montré, le 4e et le 5e étaient beaucoup trop liés. Donc j'ai fait le choix de forcer en fait cette classification hiérarchique à 4 profils, et là effectivement c'était un petit peu mieux parce que j'avais un profil avec seulement 16 répondants dedans, ce qui était assez faible. Mais bon, rappelons-le, j'ai un petit échantillon. Donc dans ces 4 profils que je peux qualifier du coup de profils d'engagement, c'est-à-dire les éléments qui étaient importants dans l'engagement de mes enseignants à aller enseigner en prison. Et on retrouve une grande disparité d'individus par le profil. Donc on voit par exemple que le profil 2 le profil 4 est composé de 92 individus, ce qui est plus de la moitié de mon échantillon. Donc on se rend compte qu'il y a quand même une prépondérance sur un cluster, enfin sur un profil. Rapidement pour les présenter, vous avez le tableau que vous pouvez voir juste derrière, où en fait c'est ce qui ressortait pour le profil 1, le climat était très important, pour s'éloigner du milieu ordinaire c'était très important, etc. Donc moi ce que j'en ai déduit en fait de cette classification ascendante hiérarchique, c'est qu'en fait mon profil 1 il était représenté par des répondants après j'ai fait évidemment des analyses que je vais pas détailler dessus. Mais c'est que dans le cluster 1, les répondants, ils n'avaient pas le concours de l'éducation nationale, mais ils étaient particulièrement intéressés par des publics aux caractéristiques sociales particulières. Et ils recherchaient aussi un environnement favorable pour enseigner. Et donc ça pouvait aussi représenter, c'est là où c'est intéressant, des enseignants en seconde carrière, qui ne se plaisaient pas du coup en fait au sein du milieu ordinaire. Dans le profil 2, on avait principalement des vacataires, donc des enseignants qui ont un poste à temps plein en milieu ordinaire et qui font quelques heures supplémentaires en prison, et qui se retrouvent du coup à enseigner en prison un peu par le fruit du hasard, puisqu'ils accordent aucune importance particulière à leur carrière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté d'évolution. Les conditions de travail sont pas importantes non plus, la reconnaissance est pas importante, en fait rien n'est important pour eux, ou très peu. Et donc en fait en croisant mes données, on se rend compte que ce qui importe pour ce profil 2, c'est plutôt l'apport supplémentaire de revenus. Donc en fait on se rend compte qu'on a un profil qui a un engagement totalement différent des autres. Et donc, on n'est pas sur une vocation altruiste ou réfléchie en termes de carrière, mais plutôt sur un engagement qui est financier, tout simplement. Dans le 3e profil, on retrouve principalement des enseignants qui sont titulaires d'un poste en prison, donc qui enseignent à temps plein,
et qui sont globalement à la recherche d'un climat de travail favorable. Et donc ce groupe se distingue un peu du profil 4 notamment, mais aussi des autres, par un intérêt qui est porté à la reconnaissance sociale de l'exercice du métier. Et donc on peut supposer que ces enseignants vont s'engager dans l'enseignement dans l'objectif de se sentir socialement utiles, et donc trouver un sens à leur exercice de métier. Et dans le profil 4, qui est le plus important du coup pour mon analyse, c'est surtout l'importance de l'orientation vers un public aux caractéristiques sociales particulières. Parce qu'évidemment, en prison, bon, je l'ai pas détaillé, mais vous vous doutez bien qu'il y a il y a un besoin d'enseignement assez drastique et que ça relève de l'éducation prioritaire et spécialisée, bien sûr. Et donc, on se rend compte aussi que ce profil, il y a une grande volonté de s'éloigner des contraintes de l'ordinaire. Et donc, on peut en déduire qu'ils sont vraiment en quête d'émancipation, en fait. Et ils ont une tendance à s'investir un peu plus dans l'enseignement dans sa globalité et pas juste dans l'enseignement. Donc après avoir, je me dépêche, mais après avoir déterminé l'existence de ces différents profils d'engagement en prison, le but était du coup de comprendre un peu les motivations que ces enseignants, en parallèle, que les enseignants avaient à enseigner. Qu'est-ce qui a motivé ces enseignants à devenir enseignants, que ça soit pour enseigner en prison ou pour enseigner dans le milieu ordinaire à la base. J'ai oublié de vous passer voilà, globalement, mais c'est ce que je vous ai dit. Hein, voilà. Petit tableau récapitulatif. Et donc, pour cette deuxième partie, donc quelle motivation les enseignants avaient à devenir enseignants, on a une littérature assez fournie, mais je me suis fixée sur le modèle de Berger et d'Ascoli en 2011, qui définissait les motivations comme extrinsèques, intrinsèques ou altruistes. Là où je me suis pas fiée exactement à ce modèle, c'est qu'il a été beaucoup contredit, notamment entre la perméabilité des motivations intrinsèques et altruistes. Donc moi, je me suis focalisée sur deux types de motivations. J'ai postulé qu'il y avait des motivations extrinsèques liées à l'environnement et des motivations intrinsèques liées aux valeurs personnelles. Donc du coup, j'ai voulu vérifier pour mon échantillon s'il y avait une différence entre mon échantillon et Thalys sur les motivations à devenir enseignant, ce qui aurait expliqué les différences logiques d'engagement par la suite. Encore une fois, c'est une ébauche. Donc la question a été posée de la même façon que dans Thalys, donc exactement de cette manière. Dans quelle mesure les éléments suivants étaient importants lorsque vous avez décidé de devenir enseignant-enseignante? Il y avait des items de A à G, toujours sur une échelle de Likert de 1 à 4. Et donc j'ai effectué une analyse factorielle exploratoire sur les données de Thalys, qui, rappelons-le, sont beaucoup plus conséquentes que ma base de données. Et donc cette analyse factorielle exploratoire, elle avait pour but de savoir si mon postulat de deux sources de motivation différentes était bonne. Et effectivement, on se rend compte que quand on fait cette analyse factorielle exploratoire, on a deux facteurs qui ressortent, qui correspondaient exactement à ce que j'imaginais. Donc mon postulat est plutôt validé. Évidemment, j'ai refait une analyse factorielle confirmatoire derrière, toujours sur les données de Thalys, hein. Et donc tous les indicateurs confirmaient ce modèle, qui existait bien deux types de motivations différentes. Par contre, juste le petit souci que j'avais, c'est que dans mon facteur 1, j'avais deux indicateurs qui étaient beaucoup trop corrélés, donc j'ai dû faire le choix d'en enlever un. Ce qui n'était pas très grave parce que les facteurs à E2 expliquaient quand même 60% de mon modèle, ce qui est quand même un très bon indicateur de justesse. Une fois que mon modèle était validé sur mes motivations du coup intrinsèques et extrinsèques, j'ai classé du coup ce qui ressortait. Donc dans les motivations intrinsèques, on avait la possibilité de jouer un rôle dans le développement des jeunes gens, des jeunes enfants et jeunes gens, aider les personnes socialement défavorisées et fournir la contribution à ma société. Donc on se rend compte que la logique de mes facteurs, elle est aussi logique dans le sens que je donne à mon étude. Et dans les motivations extrinsèques, on avait le revenu stable, le fait que l'enseignement était un métier sûr et l'emploi du temps d'un enseignant, ce qui correspond parfaitement aux conditions de travail et à l'environnement que peut fournir ce métier. Une fois que j'avais vérifié ce modèle sur les données de Thalys, je savais que je pouvais l'appliquer sur mon échantillon. J'ai quand même vérifié sur mon échantillon, ça fonctionnait aussi, ce modèle à deux facteurs. Bien évidemment, l'indicateur de fiabilité, donc mon oméga, était quand même beaucoup plus faible, mais quand même acceptable. Il était supérieur à 0,6. Il était même de 0,7. Je l'ai pas noté, mais il était même de 0,7, j'en suis quasiment certaine. Mais il était quand même moins bon que sur les données de Thalys, qui sont quand même plus fournies. Donc moi, ce qui m'a intéressé, du coup, c'était la comparaison entre ces deux motivations. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un score
un score de motivation. C'est-à-dire que, par exemple, si, encore une fois, c'était sur une échelle de Likert, donc chaque item allait de 1 à 4, j'ai additionné ces items, j'en ai fait des moyennes pour les motivations intrinsèques et pour les motivations extrinsèques. Ce qui me permettait de comparer les motivations extrinsèques et les motivations intrinsèques des données de Thalys et de mes données. Et ce qui ressort, pardon, ce qui ressort, c'est que les individus de l'enquête Thalys, eh ben, ils ont une moyenne de score plus élevée sur ce qui concerne les motivations intrinsèques. Et moi, ça contredit complètement mon hypothèse qui était que mes enseignants en prison y allaient dans un but purement altruiste, purement personnel, et que c'était vraiment une motivation, vraiment, ça leur tenait à cœur d'aider des personnes socialement défavorisées, d'avoir un public. Et donc, ça contredisait complètement mon hypothèse, presque totale de ma thèse, hein, et ça contredisait aussi mes données de terrain. C'est-à-dire que dans mes entretiens et dans mon observation, c'était pas le discours que j'avais. Ça a remis beaucoup de choses en question. Et ça ne validait pas non plus mon hypothèse. Donc j'ai un petit peu cherché des explications à ce défaut. Mais après c'était pas dramatique. Mais en fait, je me suis rendu compte que mes enseignants en prison, quand ils allaient en prison, ils s'émancipaient complètement de cette notion de pression, de pression de l'institution. Et qu'en fait, en s'émancipant de cet environnement, ça leur permettait d'avoir des bonnes conditions de travail, donc des bonnes conditions et des motivations extrinsèques. Et en fait, ça joue aussi sur leur motivation intrinsèque. Parce que si on n'a personne derrière nous, on fait un peu ce qu'on veut. Donc, on a la bonne vision de l'enseignement. Donc, en fait, de faire cette analyse, ça m'a permis complètement de remettre en cause le modèle, enfin, les modèles qui existent sur les notions de motivation. Tout simplement parce qu'au final, elles sont pas imperméables, ces motivations. Et l'environnement peut jouer sur les valeurs personnelles qu'on veut donner à son métier, et vice versa. Les valeurs personnelles qu'on a peuvent être influencées, voire limitées par les possibilités qu'on a par l'environnement. Et donc, mes enseignants en prison, bien qu'ils paraissent très libres et qui me paraissaient plutôt en termes de liberté pédagogique et de poids de l'environnement très libéré, et ben en fait ça s'explique aussi par le fait que c'est pas intéressé de leur part, je pèse mes mots bien sûr, mais c'est plutôt parce que justement eux ils veulent enseigner comme ils ont envie d'enseigner, comme ils voient l'enseignement et comment ils ont une perspective de l'enseignement. Donc en fait, ce résultat était assez intéressant pour ma thèse, hein, puisque tout simplement, ça a expliqué que mes façons d'engagement dépendaient pas forcément de la motivation à l'enseigner, mais que ça gardait quelque chose d'un petit peu plus large. C'est là où c'est aussi intéressant pour conclure rapidement, de confronter mes résultats avec ceux de Victoria, parce que je me suis pas tellement intéressée moi à cette notion de seconde carrière, et j'en ai beaucoup de mes enseignants qui n'ont pas été enseignants toute leur vie et qui ont une vie avant, et je pourrais m'intéresser du coup à cette perspective de s'il y a eu un travail avant, combien de temps, est-ce que ça change cette notion d'engagement, est-ce que ça change cette notion aussi de motivation, quelles ont été les motivations, est-ce que ça impacte. Et donc du coup ça serait aussi intéressant, enfin c'est encore en travail évidemment, mais du coup de vérifier un petit peu ces hypothèses et ces perspectives que ça ouvre en termes de résultats. Voilà, c'est bon pour moi. Je vous remercie de votre attention. Enfin, on vous remercie de votre attention. Merci à Jeanne et Victoria pour cette belle présentation et nous faire comprendre un peu la démarche du chercheur entre ce qu'on pense pouvoir trouver et après ce que les données nous font trouver, parce que parfois on se dit, on est sur, par rapport à notre hypothèse, on peut la valider, mais après on trouve d'autres résultats. Et comme Jeanne, tu l'as précisé, les résultats, c'est vrai que tu n'as pas, quand tu as interprété, tu n'as pas bien vendu, on va dire entre guillemets, parce qu'on dit souvent c'est un résultat contre-intuitif. Mais un résultat contre-intuitif ne veut pas toujours dire que justement tu l'as démontré que on ne peut rien en faire. Au contraire, ça enrichit, ça apporte un peu plus parce que il y a des résultats qui n'ont pas été trouvés avant. Et voilà, c'est vrai que quand on est encore quand le projet, on va dire, de thèse est en cours, on n'a pas assez de recul pour justifier, parce que c'est ce que les encadreurs disent souvent. Non, il faut s'appuyer sur une certaine littérature pour dire mon résultat, il n'est pas si contre-intuitif que ça, parce que d'autres l'ont trouvé, peut-être dans d'autres études, même si c'était pas dans le cas de
de l'enseignement. Mais voilà, donc je vous remercie pour cette belle présentation. Ça va aussi donner et ça donne une idée aux autres que la recherche n'est pas toujours aussi évidente qu'on le pense. Ça demande beaucoup de temps. Et sur ce, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Bonjour, je vous remercie aussi pour la présentation. Bon, les deux présentations qui s'enrichissent mutuellement et qui sont assez intéressantes. J'ai une question plus pour la deuxième présentation, la toute dernière, par rapport au profil. J'ai cru comprendre que vous avez mis l'accent sur l'aspect beaucoup plus motivationnel de ces enseignants qui vont en milieu carcéral. Mais au-delà de l'aspect motivationnel, est-ce qu'on peut avoir une sorte de portrait robot en termes d'âge, de genre, de milieu d'origine, de domaine d'enseignement? Est-ce qu'on peut qualifier au-delà de l'aspect motivationnel, l'aspect profit? Merci. Alors, pour répondre, effectivement, en fait, c'était la théorie que j'avais fait à la base, c'est qu'il y avait vraiment des trajectoires professionnelles, en fait, un petit peu comme Victoria a fait sur la notion de trajectoire. C'est que la trajectoire, justement, j'allais pouvoir délier de l'engagement et de la motivation via les trajectoires professionnelles, aussi sociologiques. Et en fait, ce qui est ressorti, alors j'ai fait une analyse exploratoire, hein, mais c'est qu'il n'y a rien du tout qui change. C'est-à-dire que le fait d'enseigner dans le premier ou le second degré, ça change rien. D'être une femme, d'un homme, ça change rien. D'être mariée, d'être divorcée, en fait, d'avoir des parents qui ont été dans l'enseignement ou pas, en fait, il y a absolument rien qui fonctionne. Donc en fait, encore une fois, c'est pas un mauvais résultat parce que ça veut dire que ma population est très homogène. Donc ce qui est plutôt, ce qui retombait aussi dans plusieurs autres choses. Mais en fait, c'est que même s'ils ont des trajectoires très différentes, leur façon d'être motivés, leur façon, peu importe qui ils ont quand même la même motivation plus ou moins. Et donc ça, c'était assez intéressant quand j'ai fait j'ai fait une ACP aussi sur les trajectoires. Et en fait, oui, j'ai quelques petits profils qui se distinguent. Par exemple, le fait d'avoir enseigné dans le spécialisé ou non. Ça, c'est par exemple une variable déterminante, mais qui ne l'est pas tellement puisque c'est des postes à profil, encore une fois. Et en fait, globalement, j'ai une population plutôt homogène. Et à part cette notion d'engagement, de motivation, pour le moment, il y a rien qui se dégage. Donc ouais. Je vous remercie. Une toute dernière question qui me vient comme ça, en y réfléchissant un peu plus. Est-ce que les 4 profils que vous aviez avaient été prédéfinis avant l'analyse ou bien c'est à travers l'analyse que vous avez pu dégager ces 4 profils? Est-ce que ce TSI justement a été contre-intuitif ou au début, ou au contraire imaginé dès le début? Alors, je l'ai pas construit dès le début parce que mon qualitatif ne me le permettait pas tellement. Par contre, effectivement, en appuyant cette analyse avec mon qualitatif, je retrouve dans le discours de certains enseignants quelques indices. Par exemple, ceux qui sont dans le profil 3, généralement, c'est des gens qui avaient un ras-le-bol de l'éducation nationale, qui ont démissionné pour certaines raisons. Ceux dans le profil 4, ça sera plus des gens qui me parlent de la politique publique de trop. Le fait d'évaluer des enfants, des choses comme ça. Donc en fait, je les ai pas vus de moi-même. Par contre, ils m'ont paru plus ou moins logiques quand j'ai recherché dans mon qualitatif, dans mon observation et dans mes entretiens, pour un petit peu justement mettre des noms sous décrire un petit peu plus ces profils. Mais non, à la base, j'avais pas du tout de postulat sur mes profils et je pensais même qu'il allait en avoir moins pour le coup. Je pensais qu'il allait avoir 2 types, pas 4, encore moins 5, même s'il y en avait 2 qui étaient vraiment l'un dans l'autre. Mais non, j'avais pas du tout de postulat de base. C'était vraiment l'exploration. Merci. Merci. Alors, moi, je vous remercie pour votre étude parce que j'apprends beaucoup de choses avec ce que vous avez fait. Parce que j'ai aussi utilisé la méthode d'équation structurelle, mais je ne l'ai pas combinée avec certaines étapes dans la méthode. Donc, d'ailleurs, vos 2 présentations sont vraiment... je dirais, j'ai apprécié. Voilà. Alors, moi, je dirais, j'ai une question, parce que je crois comprendre que votre étude est un peu sociologique. Alors, si c'est le cas, j'ai pas vraiment
j'ai vu vos variables du coup, mais j'aimerais un peu que vous reveniez sur vos différentes théories parce que je souhaite un peu les noter et savoir les auteurs pour pouvoir faire plus de recherches sur ça. Voilà. Donc ça, c'est une question pour plus axée sur moi parce que, bien sûr, je suis là aussi pour apprendre. Et aussi, j'aimerais aussi savoir pourquoi vous utilisez une échelle de Likert à 4 et souvent 5, parce que j'ai vu 4 dans l'autre étude et 5 sur l'autre étude. Et pourquoi pas 7? Parce qu'il y a aussi 7. Donc pourquoi vous utilisez une échelle de Likert à 4 et 5? Pourquoi pas 7? Parce que je m'attendais plus, s'il y a une différence, qu'il y ait une justification, mais j'ai pas vu vraiment la justification. Mais bon, je trouve aussi que voilà, peut-être c'est lié au temps de présentation. Mais est-ce que vous pouvez me donner une raison? Parce que ça peut être valable aussi pour moi. Voilà. Et déjà, l'échantillon, je trouve que c'est déjà bien. Mais l'échantillon, vous avez, au moment de votre présentation, dit que certains de votre répondants se trouvent en Île-de-France. Est-ce majoritairement en Île-de-France ou c'est diversifié? Parce que si c'est en Île-de-France, peut-être d'autres facteurs exogènes peuvent influencer les résultats. Si c'est le cas, j'aimerais bien savoir, peut-être ça peut être porteur pour des recherches futures. Et aussi, à quel moment a été collectées vos données? Parce que j'ai pas, peut-être ça s'est passé très vite ou j'ai pas bien saisi, parce que je me dis que l'interaction entre les enseignants, c'est bien, mais en situation de post-Covid ou au moment de Covid ou avant ou après, ça peut aussi jouer sur les résultats, parce que nous savons tous que pendant les Covid, on était tous, on discutait avec nos enseignants, mais à distance. Et comment était l'interaction entre les enseignants eux-mêmes, surtout que certains de vos enseignants intervenaient dans des prisons, et comment cela se fait pour les contaminations? Moi, je ne sais pas trop. Donc, c'est quelle période spécifiquement? Alors, j'ai beaucoup de questions, mais je me réserve de poser toutes les questions et je pense qu'après, je vais peut-être venir vers vous pour avoir plus de discussions et ça, c'est pour me ressourcer en termes de connaissances également. Voilà. Donc, merci pour votre présentation. Alors, je vais pas prendre dans l'ordre parce que comme ça on s'organise avec Victoria. Pour répondre à l'échelle de Likert, déjà, moi personnellement, si j'ai utilisé une échelle de Likert de 1 à 4, c'était pour me calquer sur les données Thalys, parce que Thalys posait la question de 1 à 4, et même si je trouvais effectivement pas ça pertinent, c'était le seul moyen d'avoir une comparaison valable. Si j'ai pas choisi de modifier, c'était parce que j'avais besoin de faire une comparaison, mais aussi parce que je trouvais pertinent d'obliger les individus à se positionner, pas de neutre. Par contre, Victoria aurait une toute autre vision parce qu'effectivement, son échelle de Likert n'est pas à 4 et je vais du coup lui laisser répondre sur son choix d'échelle. Je vais juste revenir sur la slide en question. Non. Alors oui, du coup, je vais juste répondre sur Likert. Alors pourquoi pas 7? Parce que il me semble que les échelles de Likert avec 7 modalités, c'est des échelles où en fait on a besoin d'une précision beaucoup plus grande dans les réponses. Or, là, c'était pas mon cas. J'ai pas besoin d'une précision de 7 et en fait, j'aurais même pu peut-être me contenter de 3 pour les items qui commencent par G2B. Je vais essayer d'ailleurs de le faire avec 3. En revanche, pour ce qui concerne les items qui commencent par G1A, en fait, c'est une échelle de Likert au niveau du temps, et donc il n'y a pas de neutre au milieu. Ça va vous voyez, ça va de jamais jusqu'à tous les jours. Donc en fait, il n'y a pas une modalité qui est neutre. C'est pour ça qu'il y en a 5. En fait, c'était pour bien discriminer les différentes modalités temporelles, la fréquence. Voilà, c'est pour ça que 7, ça me paraissait pas pertinent. Et puis la deuxième raison aussi, c'est que en fait, ça, c'est des items que j'ai repris et qui existaient déjà, qui avaient déjà été validés, etc. Donc j'ai repris les items tels quels, à part que je les ai traduits. Donc j'ai repris exactement les mêmes items et les mêmes modalités de réponse. Parce que c'est des échelles qui ont été validées, quoi, tout simplement.
À propos de la collecte des données, et après je te laisse... À propos de la collecte des données, alors mes données elles ont été collectées l'année dernière, donc en 2022, entre avril et juillet. Il y a eu 3-4 relances. Est-ce qu'il y a eu un effet du Covid? Alors, on n'était plus en confinement à ce moment-là, l'école avait repris normalement, etc. Alors, dans mes entretiens, donc j'ai passé des entretiens par la suite, les personnes me parlent parfois du Covid. En revanche, en ce qui concerne le questionnaire, c'est pas un élément qui a eu beaucoup d'impact. En tout cas, j'ai pas recueilli d'informations là-dessus, donc ça, je peux pas trop dire l'effet du Covid sur le questionnaire. Mais de toute façon, c'est un questionnaire que j'ai fait sur Lime Survey, j'ai envoyé le lien, etc. Donc ça changeait pas grand-chose puisque de toute manière c'était à distance. J'ai pas eu besoin de me déplacer dans les écoles, j'ai pas apporté de questionnaire papier, etc. Tout était fait en ligne et à distance. Donc c'est vrai que je peux pas trop parler de l'impact sur la passation du questionnaire. Et puis en plus, oui, c'était bien après le dernier confinement, quoi. Donc je dis pas que tout était revenu à la normale, mais on n'était plus en tout cas dans cette période un petit peu de transition, de flou suite à la crise du Covid. Et concernant l'Île-de-France, je suis pas sûre que j'ai compris la question. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vos répondants, la plupart de vos répondants se trouvaient uniquement en Île-de-France ou c'était diversifié avec les autres régions de la France? En fait, c'est la seule variable sur laquelle l'échantillon que j'ai est pas représentatif de la population nationale. Sur le reste, en fait, c'est vraiment, on est vraiment très très proche de la population nationale. Il y a que sur la répartition académique où on n'y est pas du tout parce que en fait, si on regarde la répartition nationale, on a une population en Île-de-France beaucoup plus grande que la mienne, alors que moi c'est uniquement 11%. Donc il y a beaucoup moins de personnes en Île-de-France parce que en fait, comme j'ai envoyé dans toutes les académies, il y a eu une répartition vraiment très aléatoire par académie. Ce qui fait qu'il y a eu peu de personnes il y a eu que 11% en Île-de-France contre beaucoup plus dans la répartition nationale. Mais d'un côté, il y a eu aussi beaucoup de personnes dans d'autres académies. En fait, là, j'ai fait une variable binaire pour cette variable-là, alors que parce que c'était beaucoup plus compliqué d'avoir toutes les académies, etc. Donc, je me suis dit que pour la simplicité de l'analyse, c'était beaucoup plus pertinent d'avoir variable binaire Île-de-France autre. Mais c'est vraiment juste une variable de contexte, en fait. C'est pour voir par rapport à la répartition nationale qu'est-ce que ça change, mais en fait dans les résultats ça a pas tellement, on voit que ça a pas d'impact sur les résultats, donc c'est vraiment juste pour voir par rapport à la population nationale l'échantillon, ce que ça donne. Voilà. Merci bien. Je laisse Jeanne répondre. Alors moi je reprends du coup sur cette histoire de données. Moi personnellement les données n'étaient pas bien réparties parce que j'ai ça se découpe pas comme en région. En gros il y a 9, c'est pas des académies mais il y a 9 DISP qui s'occupent de toute la France métropolitaine et aussi d'outre-mer. Et j'ai pas eu du tout de résultats du côté de Nantes par exemple. Donc tout ce qui est nord, sud, est, ouest, donc nord-ouest. Tout ce qui est la région nord-ouest, la circonscription de nord-ouest, je n'ai pas de résultat. Je l'ai pas précisé, quand on fait une étude sur la prison, c'est hyper complexe. C'est-à-dire que c'est, voilà. Donc, apparemment, il y a eu un blocus. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est pas passé. Donc effectivement, par contre, moi, en termes de représentativité, je suis pas bonne sur le territoire. Par contre, mon échantillon est parfaitement calqué avec les données que j'ai du ministère de la Justice en termes de pourcentage d'hommes et de femmes. Je suis à 49-51, c'est 49-51 dans les résultats. Là, je suis un petit peu plus âgée, mais sinon, tout ce qui était vraiment les indicateurs étaient vraiment plutôt bien. Pour ce qui est de la passation, la prison a beaucoup pâti du Covid. Donc en fait, le choix que j'ai fait, c'est de faire mes analyses, ma récolte de données qualitatives en premier. Ce qui n'a pas été glorieux en période de Covid, je vais pas vous mentir. Mais du coup, et de distribuer mon questionnaire, je l'ai distribué que en fait à la rentrée 2021. Donc 2021-2022, et donc là où l'enseignement avait repris un cours plus ou moins normal, et de la même façon je l'ai aussi diffusé en ligne parce que voilà, et par le biais d'académies et de responsables qui avaient validé la chose et tout le tralala. Donc donc normalement il y a pas, pour moi il y a pas trop d'impact du Covid.
Il y en a un petit peu sur le nombre de personnes, parce que qui dit Covid dit plus de vacataires qui viennent intervenir en prison, dit des postes qui ont sauté. Donc voilà, ça a un petit peu joué sur mon échantillon et sur ma population en général. Ça, je peux pas le nier, et de toute façon, ouais, ça apparaît dans mes limites derrière. Pour répondre rapidement à cette somme-là, alors ouais, effectivement, moi je suis plus du côté socio. Pour le coup, la SEM, elle m'a servi surtout à ajuster mon modèle. C'est-à-dire que j'avais beaucoup d'items et c'était pour vérifier si déjà les choix que je voulais faire étaient corrects. Et c'est là, par exemple, elle m'a permis de vraiment l'ajuster correctement. Là où moi, mon tri n'aurait pas été fait comme la SEM m'a permis de le faire. Par exemple, pour les parents d'élèves, pour moi, ça allait vraiment avec tout ce qui était le rythme, etc. Et en fait, la SEM m'a permis justement de casser un petit peu ce modèle qui fonctionnait, que moi j'avais fait à la base avec mon analyse de fiabilité, et de me permettre d'ajuster vraiment. Donc c'était un superbe outil effectivement pour moi ajuster mon modèle, mais par contre j'ai dû quand même faire une analyse avant pour savoir si déjà c'était pertinent. Et mon analyse d'analyse factorielle confirmatoire, elle me permettait de vérifier le modèle que j'avais construit grâce à la SEM, de la modélisation, pour savoir si ça fonctionnait ou pas. J'ai dû faire des choix dans la SEM aussi. Alors des fois ça se jouait à pas grand chose, mais c'est des choix aussi que j'ai fait. Après, en termes d'auteur, là j'ai rien du tout à vous donner tout de suite. Là j'ai rien sous la main, mais effectivement pour en discuter, j'ai des choses au bureau sans problème. D'accord. En tout cas, je vous remercie pour vos réponses et j'apprécie vraiment votre étude riche en termes d'analyse des données. Merci. On a encore 5 minutes pour les questions après. Et d'accord, je vous remercie vraiment pour la qualité du travail. Et en tout cas, les intervenantes, vous m'avez marqué de manière globale. Et je m'intéresse plutôt à Victoria. Votre variable dépendante, vous avez combiné l'ACP et la classification hiérarchique pour construire, et il en est sorti 3 classes. Et selon les caractéristiques des différentes classes, est-ce qu'il serait possible de trouver une dénomination pour chaque classe? Au lieu de dire classe numéro 1, 2, 3, ainsi de suite, j'ai vu un peu que ça posait des problèmes dans l'interprétation des données, et surtout que c'est le modèle multinomial où vous avez 2 modèles explicatifs à expliquer à la fin. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de trouver, en tout cas selon les caractéristiques, une dénomination spécifique pour chaque classe? Et en ce qui concerne votre collègue, vu que votre population c'était 1000 et quelques selon la référence que vous avez, est-ce que cette taille n'est pas relativement, en tout cas si c'était possible, vu que c'est 1000 et quelques, de considérer toute la population, puisqu'on prend l'échantillon seulement pour des raisons de coût, ainsi de suite, mais vu que la population n'est pas assez grande, et pour éviter des bugs au niveau de la taille des modalités, est-ce qu'il ne serait pas pertinent aussi de considérer toute la population au lieu de se focaliser sur un échantillon? Je vous remercie. Merci pour la question. Alors, concernant les titres, les titres pour les clusters, quand j'ai fait des analyses de clusters précédemment, et quand j'ai aussi fait d'autres analyses par-dessus, en fait, les résultats de ces analyses de clusters-là, je me suis aperçu que il valait mieux d'abord bien fixer les analyses, bien les finaliser, et ensuite, en fait, voir quand tout était bien fixé, comment poser un titre, en fait, à un cluster. Et là, en fait, comme je le disais, j'ai pas terminé toutes ces analyses-là, c'est vraiment en cours. Alors effectivement, au bout d'un moment, il faudra y mettre des titres, il faudra les renommer, ces clusters. Mais en fait, pour l'instant, j'aimerais bien finaliser les analyses que je fais là-dessus, bien les fixer, être sûr que ça va être mes catégories, etc. Et ensuite mettre un titre à ces clusters qu'il va falloir mettre au bout d'un moment de toute façon, et qui facilitera l'analyse, c'est clair.
Voilà pour ça. Et en fait, je m'en étais rendu compte dans mes dernières analyses de cluster que je faisais sur un sujet complètement différent, mais ça m'avait posé question déjà dans les analyses précédentes. Donc voilà, j'attends d'avoir des résultats un peu plus fixés. Mais oui, tout à fait, hein, ça va venir. Mais c'est en cours, voilà. Pardon. Et moi, pour répondre rapidement, effectivement, j'aurais adoré que toute la population me réponde et que ça soit vraiment. Enfin, je m'attendais pas à avoir, j'ai envie de dire, un échantillon si faible, mais ça représente quand même 10%, donc c'est acceptable hein, de toute manière. Mais c'est vrai qu'en travaillant sur une population si petite, je me risquais aussi à pas avoir forcément des résultats représentatifs. Et je souhaite pas non plus pondérer mes résultats. Ils sont 1800 à mes enseignants environ parce qu'on sait pas exactement combien ils sont. Et j'ai pas voulu pondérer tout simplement parce que il y en a qui ont pas voulu répondre. Il y a une académie, enfin une DISP complète qui n'a pas voulu répondre et que déjà je m'engage un petit peu au ministère de la Justice et j'ai déjà eu assez de mal à faire rediffuser ce questionnaire pour me prendre position. Mais c'est un petit peu délicat de donner la parole à juste 177 personnes, donc 10% de la population, et dire tout le monde est comme ça. J'ai pas envie de le faire et je le ferai pas parce que je pense qu'on parle déjà pas assez de ces enseignants et que le but c'est pas de dire c'est parce que il y en a 3 qui ont parlé que tout le monde est d'accord quoi. Et j'ai pas envie de faire BFM TV avec 30% de la population, on a interrogé 10 personnes en sortant de chez soi. Voilà, c'est un choix purement personnel. Voilà. Et puis en plus, il faudrait avoir des données très très fixes sur la population totale, ce qui n'est pas le cas en fait. Enfin, c'est très flou oui, c'est difficile d'avoir accès à des informations sur cette population spécifique, ce qui ne permet pas de pondérer en fait, ou par rapport à quoi on pondérerait quoi. D'autres questions? Moi, j'en avais tellement, mais je vais juste poser une seule. Donc rien. Alors la question c'est par rapport à Victoria, c'est que je pose la question. C'est pas vraiment une question en tant que telle, c'est pour comprendre un peu l'introduction des classes au niveau de la régression. Les classes construites à partir de la classification hiérarchique, parce que j'ai pas très bien compris, tu es un peu vite. Je n'arrivais pas à identifier les classes au niveau justement du tableau. Les classes. Donc ça c'est la première colonne là où il y a marqué Y level. Oui. La classe de référence, c'est la 1, donc on la voit pas. Et ensuite, jusqu'à la moitié, il y a 2, et la seconde moitié, c'est 3. Ah, d'accord. Au niveau de Y level, ce sont les différentes classes. C'est ça, exactement. D'accord. Donc, les différentes classes ont été utilisées comme variables dépendantes. Exactement, c'est ça. En fait, pour lire ce tableau-là, donc évidemment, c'est très vilain parce que c'est un imprimé écran de R. Qui fait des sorties. Si on travaille pas les sorties, c'est très vilain. Si on les travaille, ça peut être très chouette, mais là encore une fois, je vais pas travailler des résultats qui sont pour l'instant pas définitifs. Et en fait, donc la première colonne Y level, c'est la variable dépendante. Oui. Donc avec la première modalité que naturellement on voit pas. Toute la première moitié, donc c'est la classe 2 du cluster, et la seconde moitié, c'est la classe 3. Ensuite, on a en colonne 2 qui s'appelle terme. Alors là, on a les variables, le nom des variables suivi du numéro de la modalité de la variable. D'accord. C'est pour ça qu'il y a un numéro à la fin. Donc là-bas, ça va. C'était plus au niveau des classes. Donc je n'arrivais pas, en fait, je regardais, je n'arrivais pas à savoir où elles étaient. Je suis passée assez vite dessus aussi. Et la deuxième chose, c'est pourquoi avoir choisi... donc, je pense que peut-être j'ai pas aussi bien compris le fait d'utiliser ces classes comme variables dépendantes. Alors en fait, donc déjà l'idée d'avoir ces classes, c'était de déterminer des profils de type de relation à l'institution, et en fait, ce serait l'idée d'utiliser ces classes en variables dépendantes, c'était de voir si je pouvais ou non valider l'hypothèse de dire, ces types de relations à l'institution, aux collègues, à la direction, etc., sont liés à des éléments relatifs à la carrière précédente des personnes. Donc, par exemple, l'expérience enseignante, l'expérience professionnelle, le chômage, etc. Bon, il se trouve que ça se vérifie pas énormément, mais
mon hypothèse de départ, c'était de dire, est-ce que ces différents types de relations, est-ce que selon ce qu'on a fait précédemment avant d'entrer dans l'enseignement, ça peut avoir un impact sur les relations qu'on a avec notre hiérarchie, avec nos collègues, etc. Est-ce que cette trajectoire précédente, en fait, va pouvoir impacter les relations qu'on a dans l'institution? C'était ça la question, et c'est pour ça que j'ai utilisé cette classification-là comme variable dépendante. D'accord, ok. Je sais pas si ça répond. Ça répond. Ok. Merci. Après, on va s'écrire si jamais il y a s'il y a d'autres questions ou voilà, d'autres échanges. Merci encore.